comme conférencier. Vincent est actuellement collègue à l'Université de Montréal en médecine, en psychiatrie. Et Vincent a commencé dans ce département ici à l'Université de Montréal en psychologie. Il a fait son bac ici. Et puis, il a fait sa maîtrise dans mon laboratoire. Il travaillait à l'époque sur la reconnaissance des visages. Ensuite, puis en fait, pendant sa maîtrise, il a aussi travaillé avec Pierre Rainville sur la douleur. Et je pense qu'il a préféré son expérience dans le laboratoire de Pierre Rainville parce que ensuite, quand il a choisi son laboratoire pour le doctorat, il a choisi le laboratoire de Phil Jackson à l'Université Laval, qui travaillait aussi sur la douleur, un proche collaborateur de Pierre Rainville, peut-être même un ancien étudiant de Pierre Rainville. Effectivement, c'est postdoc. Ah, c'est ça. Donc, il m'a délaissé pour aller travailler là-bas. Un moment d'égarement, on pourrait dire, dans lequel il a fait sa neuroscologie son neuroscologue, Vincent. Il m'avait demandé avant d'y aller ce que j'en pensais, puis j'ai dit c'est une très mauvaise idée, tu ne seras pas heureux comme neuroscologue. Puis, il n'en a fait qu'à sa tête. À chaque fois, je l'ai conseillé pendant sa carrière, il a fait l'inverse de ce que je lui ai demandé. Ça l'a quand même assez bien servi en ligne, là. Mais bref, il a fait tous ses stages en neuropsychologie à Sainte-Justine, si je ne me trompe pas. Et puis là, il a vu la lumière. Il s'est dit, moi, je ne suis pas sûr que ça me tente de faire ça avec ma vie. Et puis, il a décidé qu'il retournait vers la recherche fondamentale. Et puis, il est allé faire un postdoc à UCLA avec Arquan Lowe, postdoc pendant lequel il a travaillé sur des thèmes qui sont très proches de ceux dont il va nous parler aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais vous faire remarquer que voir et ressentir, essentiellement, c'est les deux thèmes sur lesquels il avait travaillé pendant sa maîtrise. Voir avec moi, ressentir avec Pierre Rainville. Ensuite, il a poursuivi, donc, ressentir la douleur avec Pierre Jackson à Laval. Et puis, quand il est allé travailler avec Rock Wanlow, il a un peu mis les deux ensemble, puis on va voir au début de sa présentation certains des projets de recherche qu'il a fait avec Rock pour mettre le voir et le ressentir ensemble. Donc, c'est ça. Puis ensuite, ben, il a eu son poste de chercheur boursier ici à l'Université de Montréal. J'ai beaucoup aimé ce que Karim a fait la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a parlé des réponses que le conférencier avait données à je ne sais plus quel questionnaire, mais un questionnaire proche du questionnaire de Proust. Moi, je ne suis pas aussi organisé que Karim, ce qui est difficile à croire. J'ai envie de poser deux questions. Une tirée du questionnaire de Proust, adaptée à Vincent, mais en direct. Donc, je ne vais pas poser la question avant. Alors, un questionnaire de Proust, une des questions, c'est quelle est votre couleur favorite? Mais là, je ne vais pas te poser ça comme question. Je vais te demander quelle question facile, pourquoi? Ah oui, vas-y. Je veux bleu. Bleu? Oui, interprète ce que tu veux. Ben, c'est reptilien, hein, le bleu, là, les cônes bleus, on a hérité ça d'une évolution ancienne. Tu feras un bon psychologue. Mais non, mais je veux demander, c'est quoi ton émotion favorite? Oh, écoute, je ne pourrais pas vraiment dire autre chose que la peur parce qu'elle serait vraiment jamais. Vous allez voir, je vais parler beaucoup de peur aujourd'hui. J'ai trop investi dans la peur. Donc, mais que dire de la douleur? Ah, que dire de la douleur? La peur. Ouais. OK. Deuxième question, celle-là, tirée d'une évolution du questionnaire de Proust, qui est le questionnaire de Bernard Pivot. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Et là, il y a une question qui va suivre. Oh! Ça, c'est une question de mon cru. Une plante, un arbre, un animal.
Un des trois, là, pas, Ben, on va être un peu mégalomane. La première chose qui me vient en tête, c'est un séquoia. un séquoia. Être là pendant des centaines d'années. OK. Donc, Vincent Tachereau-Dumouchel, séquoia. Ouais. Est-ce qu'il est conscient ou ça, c'est vrai? Ah oui, je pense qu'il possède tous les savoirs de l'humanité avec sa grande sagesse. Puis il est conscient. Donc, ça fait partie des savoirs. Pourquoi la conscience? Ouais, non, ça va non. Il est vraiment pas conscient. Pas conscient. OK. Donc, on pourra en débattre par après parce que il y a des gens qui diraient qu'un séquoia est conscient. Non? OK. En tout cas, je vais le laisser présenter ce qu'elle nous présenter. Puis ensuite, si vous voulez poser des questions sur ces réponses un peu saugrenues, nos questions, à l'intérieur des questions. Merci. Merci Frédéric. Je ne sais plus comme sur quel pied danser. C'est parfait. On va attraper la balle au bon pour voir. Je suis très content de vous rencontrer. Je réalise que je ne connais pas la plupart d'entre vous. Donc, j'imagine que c'est une histoire de cohorte. Je m'appelle Vincent Tachereau. Comme Frédéric a dit, je suis neuropsychologue de formation et je m'intéresse particulièrement à la façon que notre monde visuel en vient à être ressenti par nous-mêmes. Puis, vous comprendrez que, bon, je suis au département de psychiatrie. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre le lien entre ce phénomène-là et la santé mentale. Vous comprendrez que dans plusieurs pathologies, c'est effectivement des problèmes de l'expérience subjective qui sont mis de l'avant. Donc, dans la dépression, les gens vont avoir un affect qui va être là. Dans la schizophrénie, par exemple, il va y avoir des hallucinations. Encore là, un rapport au monde qui est troublant. Mais quand on essaie d'étudier ces phénomènes-là en recherche, c'est encore très compliqué. Donc, on a d'une part l'information visuelle qui est présente, qui est objective. On a le contexte qu'on peut ajouter. On a tout l'historique avec, par exemple, avec notre Donald Trump ici qui va teinter votre expérience. Vous avez des réponses physiologiques qui arrivent quand vous expérimentez le monde. Tout ça fait qu'en fait, votre expérience se trouve à être essentiellement une espèce de point dans un espace multidimensionnel très varié qui est très difficile à vous pouvez le rapporter, mais si je vous demande de me le dire sur une échelle de Likert, par exemple, de me dire à quel point que Vincent trouve que la jeune fille ici est absolument cute, ben, ce serait très difficile de capturer toute mon expérience de père qui la trouve, qui se trouve la fille la plus adorable au monde. Hein? Donc, votre échelle de Likert est vraiment difficile pour aller bien capturer la richesse de l'expérience subjective que les gens vivent. Vous comprendrez que quand j'ai été familiarisé avec les travaux de Yann Charest ici, j'ai été un peu flabbergasté de réaliser que on peut en fait s'approcher tranquillement de comprendre le narratif des gens, s'affranchir de cette fameuse échelle de Likert. Je vous explique que rapidement, j'imagine que vous êtes un peu familier, mais néanmoins, Yann a commencé à utiliser les modèles de langage pour encoder des descriptions d'images, comme par exemple ici une description qui se trouve à être une scène très sereine où il y a un large étendue d'eau avec un bateau solitaire qui navigue, quelque chose comme ça. Donc, Yann a commencé à utiliser ces informations-là dans les modèles de langage pour en fait, comprendre le cerveau et il remarque que quand on utilise ces représentations-là, on en vient à bien pouvoir modéliser l'activité, notamment dans la voie ventrale du cerveau. Non seulement ça, mais d'autres réseaux aussi nous permettent d'aller chercher des composantes qui sont très proches de ce qui nous intéresse quand on s'intéresse à l'étude des émotions. Je vous ai mis ici un exemple du réseau CLIP et sur la gauche, vous avez des images qui sont générées pour faire une décharge optimale dans certains neurones du réseau CLIP. Donc, essentiellement, c'est comme si c'est des champs récepteurs, si vous voulez, de certains neurones dans le réseau. Et vous voyez qu'il y a une carte des émotions qui est représentée à l'intérieur de ce réseau-là, que ce soit pour la tristesse, la joie, et ainsi de suite. Encore une fois, si on utilise ce réseau-là pour modéliser l'activité cérébrale, on voit qu'on est surtout bon pour modéliser la voie ventrale ici. Bon, vous me direz, bon, c'est des travaux principalement accompli avec des images du monde quotidien. Est-ce que ça se transposerait avec des images affectives? Mais semble-t-il que oui, un peu à mon grand étonnement.
Je vous explique ici les travaux de Philippe Kragel, où Philippe a réentraîné AlexNet juste pour prédire 20 catégories d'émotions. Et en fait, avec les représentations qui émergent à l'intérieur des réseaux, il en est venu à faire des parallèles pour prédire l'activité cérébrale. Et sa conclusion en vient à être quelque chose comme le cortex occipital représente explicitement les représentations de plusieurs schémas d'émotions également. Donc, vous comprendrez que c'est un shift assez intéressant dans notre façon d'adresser le problème. Maintenant, on peut modéliser l'activité cérébrale de façon très complexe. On s'affranchit un peu de dire, bon, ben, on a la joie, la colère, et ainsi de suite. On a donc plusieurs variables pour en venir à modéliser notre activité cérébrale. Mais la conclusion en vient à être, il y a une certaine emphase sur les aires visuelles qui semblent vraiment bien représenter le monde affectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai vu ces résultats-là, ça m'a fait penser un peu au livre de NetBlock que j'aime beaucoup, qui se pose la question, quelle est la frontière entre voir et la cognition, donc entre voir et penser? Maintenant, je me suis dit, donc, dans ces données-là, c'est quoi maintenant la frontière entre voir et ressentir? Où exactement dans votre cerveau, l'information qui est traitée par votre système ventral en vient à avoir cette fameuse position dont je vous parlais tantôt, la position de le ressenti que vous avez dans votre espace latent multidimensionnel. Donc, je vous ai juste remis la question ici. Donc, posons-nous cette question. Est-ce qu'on peut trouver où on pense que l'expérience subjective émerge dans le traitement de l'information? Et si oui, est-ce qu'on peut commencer à utiliser ces outils d'apprentissage profond pour mieux comprendre l'expérience subjective pathologique et mieux pouvoir la traiter? Donc, c'est les deux objectifs de ma présentation. Commençons par parler de certains travaux qu'on a conduits avec des étudiants au laboratoire qui démarrent un peu sur ce fameux papier de Philippe Kragel. Donc, est-ce que le système visuel ventral représente des émotions? Leur point semble être oui sur toutes sortes d'images, par exemple des images de mariage, des images de bébés, et ainsi de suite. On pouvait catégoriser des images. Donc, super. Est-ce que c'est des représentations qui sont généralisables à l'ensemble de la population ou est-ce que c'est des populations ou c'est des représentations qui sont très idiosyncratiques? Si par exemple, on se pose la question, ceux qui ont peur des animaux, bien, on n'a pas toute peur des mêmes animaux. Il y a des animaux dont vous avez peur, dont j'ai pas peur, et ainsi de suite. C'est des profils qui sont très variables. Les émotions ne sont pas juste un one size fits all. Hein. Donc, on s'est dit, prenons la même logique que ce que Philippe Kragel a fait, mais adaptons-le pour voir est-ce que les représentations plus idiosyncratiques peuvent également être représentées et prédire les émotions dans le système ventral. Donc, j'explique l'expérience. Essentiellement, on a pris 30 participants qui nous rapportaient avoir peur d'au moins 2 animaux dans notre banque de données. On avait 30 animaux, donc des peurs idéalement très élevées. Donc, pas des phobiques nécessairement, il y a quelques phobiques quand même à l'intérieur, mais des peurs très élevées. Et on leur a présenté 2700 images de ces animaux-là, plus des images d'objets. Donc, on a trouvé une façon de pouvoir bien modéliser leur activité cérébrale avec ça. Et on avait leur jugement de peur pour les animaux qu'on a dans notre banque de données. Maintenant, on s'est dit, bon, ben, on va présenter exactement les mêmes stimuli dans exactement le même ordre, cette fois à une gang de gens qui, eux, nous disent, moi, j'ai peur d'aucun animal vraiment dans cette banque de données. Vous comprenez le contraste, pourquoi on veut faire ce contraste ici. Donc, essentiellement, on prend le profil de peur de notre groupe de gens qui ont peur et on essaie de le décoder, on essaie de le prédire avec l'activité cérébrale de nos autres participants. En faisant ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on en vient à, premièrement, se poser la question, est-ce qu'il y a des profils de peur un peu idiosyncratiques qui peuvent être représentés dans la voie ventrale? Première question. Et deuxième question, c'est est-ce que ce profil-là, est-ce que notre capacité à décoder peut être indépendante même du jugement de peur subjectif des gens? C'est-à-dire, si on est capable de décoder les profils de ceux qui ont peur dans le cerveau de ceux qui n'ont pas peur, ça veut probablement nous dire que
c'est pas relié à l'expérience subjective en tant que telle. Donc, les résultats. Laissez-moi vous expliquer un petit peu. Ici, vous avez à gauche la voie ventrale au complet, donc VT. Je vous ai sorti deux régions en particulier, le cortex occipital et le fusiforme, qui sont représentés ici. Donc, la première distribution en pâle est le test des permutations. Si on change tous les labels de peur. Donc, on essaie de prédire en changeant les profils de peur aléatoirement. Tel que prévu, on obtient des valeurs de R carré qui sont vraiment bien centrées autour de 0. Donc, essentiellement, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire juste n'importe quel profil à travers la voie ventrale. Par contre, si on fait un autre type de test de permutation, ici, cette fois, on permute entre les animaux qui font vraiment peur et les animaux qui ne font pas vraiment peur. Donc, on les median split, puis on se dit, on va juste permuter à l'intérieur de ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas vraiment peur. On commence à voir qu'il y a de l'information qui émerge. Donc, on commence à voir qu'il y a une différence entre nos deux distributions. Donc, on en vient à avoir de l'information qui nous permet de prédire est-ce que les gens ont peur ou non. Et quand on se pose la question, est-ce qu'on peut prédire exactement les profils de peur des gens chez les gens qui ont peur? Mais vous voyez où on tombe, c'est-à-dire on tombe vraiment en dehors de nos distributions des tests de permutation, puis on voit qu'on peut prédire leur réponse de peur avec leur activité cérébrale. Dans le contexte ventral temporal. Ce qui est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant selon moi, c'est que si on fait la même chose avec les gens qui n'ont pas peur, on obtient le même résultat. Vous avez ici, on les remet ici les valeurs de R carré dans le cortex occipital, ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas peur, même chose fusiforme, et ensuite ça tombe à 0. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, les gens qui ont peur n'ont pas peur de juste n'importe quoi. Ils ont peur des profils qui ont sûrement une cohérence qui peut être prédit avec les propriétés visuelles objectives traitées dans le cortex visuel early, de tôt. Mais ça ne semble pas être associé à leur expérience de peur en tant que telle. On a poussé l'intérêt un peu en se disant, bon, on va encoder ces images-là dans des réseaux de neurones, le réseau CLIP dont je vous parlais tout à l'heure. On s'est dit, essayons encore une fois de prédire les profils de peur à partir des représentations des réseaux de neurones. Ça pourrait amener de l'eau au moulin, nous dire, est-ce qu'effectivement des propriétés visuelles simples peuvent prédire les profils de peur? En passant, vous pouvez m'interrompre, hein, ça me fait plaisir de répondre à des questions en cours de route. Donc, vous reconnaissez un peu le profil ici. Donc, maintenant, c'est notre profil de prédiction à l'intérieur de l'espace de clip. Encore une fois, la première distribution se trouve à être si on permute les étiquettes au hasard. Vous voyez que si on les permute juste à l'intérieur de nos groupes de peur, encore une fois, on a une distribution qui se tasse, qui tranquillement peut être prédictible. Et encore une fois, exactement nos profils qu'on a enregistrés chez nos participants sont à l'extérieur de ces distributions-là et peuvent être encore mieux prédits que les profils aléatoires. Une fois rendu là, donc, on a une association entre les représentations dans les réseaux de neurones et les profils de peur. On s'est dit, on va faire un petit truc juste pour s'amuser un peu. On va faire évoluer des images qui optimisent ces décodeurs d'images-là. Juste pour se dire, bon, ben, quel genre de feature visuelle nous mène à catégoriser les rapports, les profils de peur. Hein. Et, bon, ça vaut ce que ça vaut. On a généré ces images au final, mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment des attributs visuels qui semblent être à la base de notre catégorisation. Peut-être que vous êtes capable d'estimer les profils des différentes images qui sont ici. Je ne vais pas vous faire voter, mais je vais vous les dire. Donc, ici, on a, je pense que l'animal qui était parmi les plus épeurants pour cette personne-là, c'était les abeilles. Ici, vous avez les vers de terre, les chenilles et ici, les araignées. Donc, est-ce qu'on est capable de capturer exactement les attributs visuels qui font peur à nos participants? Peut-être, peut-être pas. On n'a pas encore testé. On leur a pas demandé si effectivement ça leur faisait peur. Mais néanmoins, c'est une approche qui se trouve être intéressante. Donc, ça nous mène à, si vous avez acheté mon argumentaire jusqu'ici,
selon ce qu'on a pour l'instant, le système visuel semble coder un certain nombre d'informations, on peut dire objectives, qui n'est pas nécessairement attribuable à l'expérience subjective. Si maintenant on cherche à aller chercher cette propriété-là, donc la peur, où elle émerge ensuite dans le traitement de l'information visuelle. Le candidat le plus classique serait peut-être l'amygdale. Donc, je vais vous présenter une série de travaux qu'on a faits sur la fameuse amygdale pour essayer de comprendre est-ce qu'elle est impliquée dans la génération de l'expérience de peur. Donc, je vous explique notre raisonnement. Encore une fois, on s'intéresse à la voie ventrale. On a présenté un groupe d'images d'animaux à nos participants. Les participants qui avaient peur de deux animaux au moins dans notre banque de données. On entraîne les décodeurs de l'activité cérébrale à prédire un animal en particulier, les serpents, les chenilles. Les chenilles, c'est un grand vendeur. On était au Japon, et semble-t-il, qui aime vraiment pas les chenilles. On entraîne les décodeurs qui ont quand même une certaine précision dans leur prédiction des images. Ça variait entre 70 et 80 de précision. Et les décodeurs étaient vraiment dans la voie ventrale, comme ça, un peu distribués à travers la voie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à travers 5 sessions en IRM, on entraîne les gens à activer cette représentation-là dans leur cerveau sans qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils font. Donc, on a pris les gens qui avaient peur de deux choses, puis de façon aléatoire, on les entraîne à activer une de ces représentations-là, sans même que nous, on le sache. Donc, vous comprenez que c'est un design qui est en double insu, qui est vraiment fort au niveau scientifique, de pouvoir montrer qu'on n'a aucune façon, en fait, d'influencer avec l'effet placebo ou quoi que ce soit les résultats. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'à travers nos 5 sessions, on renforce les gens, on leur donne de l'argent à chaque fois qu'ils activent bien la représentation de l'animal dont ils ont peur. Eux, la seule chose qu'ils savent, c'est que quand le cercle grossit, ils font plus d'argent, ils sont contents, puis à travers un certain nombre de sessions, ils apprennent à mieux activer les représentations dans leur cortex. Ici, où je vous ai mis, si on fait une petite analyse pour essayer de voir quelle partie du cerveau est associée à l'output du décodeur, vous voyez qu'on en vient à créer, durant le neurofeedback, un signal qui peut ressembler d'une certaine façon à l'animal ciblé dans la voie ventrale ici. À gauche ici, vous avez la représentation quand les gens la voient tout simplement. Puis à droite, c'est quand le feedback est fait. Mais avec un signal qui semble être moindre, puis d'une certaine façon, avec un signal un petit peu plus circonscrit. Donc, intéressant, peut-être qu'on a réussi à activer un peu la voie ventrale de cette façon-là. Et maintenant, notre question à 100 $, est-ce qu'on a réussi à affecter leur expérience subjective et est-ce qu'on a réussi à affecter l'amygdale? Donc, commençons par Aysan, qui, elle, a fait exactement la même expérience que ce que je viens de vous décrire, mais avec une tâche conditionnée. Donc, elle a conditionné 2 images visuelles. Elle a ciblé une image dans son intervention. Et vous voyez ici que l'amygdale a diminué son activation après l'intervention et de façon très spécifique à ce stimuli-là et non pas au stimuli contrôle. Ensuite, on l'a fait, nous, avec notre animal, pris des gens qui avaient peur, donc coquerelles, serpents, et ainsi de suite. On cible une représentation, encore une fois, avec une diminution spécifique de l'amygdale et pas de l'animal contrôle. Et récemment, ici avec Cody, on a refait exactement la même chose que dans l'expérience du milieu, mais cette fois-ci d'un contexte préenregistré, double insu, exactement la même chose, même code qu'on avait autrefois, et vous avez la réplication, en fait, des résultats qu'on avait autrefois. Ce qui fait qu'on commence à être un peu confiant dans le fait qu'on est capable du moins de changer la réponse de l'amygdale avec cette intervention. Mais on n'a jamais observé aucun changement dans l'expérience de peur. Ce qui est quand même étonnant si vous avez déjà lu un peu la littérature sur l'amygdale. Beaucoup de gens, en fait, ont associé de façon assez extensive l'amygdale à la sensation de peur. Donc, vous voyez qu'il y a cette dissociation-là qu'on a trouvée de façon constante à l'intérieur de nos 3 études. Ça nous a posé quand même problème, parce que ce n'était pas ce qu'on voulait, mais on a cherché à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Donc, on sait que, en fait, le jugement de peur est corrélé avec la mesure, la conductance de la peau, avec l'amygdale en général. Vous avez les corrélations aussi dans nos études.
Mais si on en vient à essayer de prédire une mesure comparativement à l'autre à l'intérieur de nos données, on voit qu'il y a des réseaux qui émergent quand même. Donc, vous avez en rouge ici des régions dans lesquelles on est plus à même de prédire l'expérience subjective que de prédire la conductance de la peau, la réponse physiologique. Et inversement, les régions en bleu, qui sont plus typiquement associées à des régions somatosensorielles, semblent être plus à même de prédire les composantes physiologiques associées à la peur. Donc, vous voyez quand même une dissociation intéressante. On voit encore l'émergence du cortex occipital, comme on le voyait il n'y a pas longtemps. Mais notons qu'il y a quand même un certain nombre de régions dans le cortex frontal médial ou dans le cortex frontal en général. Donc, vous avez le VLPFC aussi qui était ici, une région médiale ici, du cortex préfrontal aussi qui était impliqué. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Nos résultats sont assez en accord avec la théorie de Joseph Ledoux, qui se trouve à être qu'il y aurait probablement un système de second ordre ou un système d'ordre supérieur qui soit associé à l'expérience subjective des émotions en tant que telle. Donc, de fil en aiguille, on en est venu à développer une collaboration avec Joseph, puis on a utilisé son modèle dans ce dernier article-là pour recenser la littérature et voir est-ce qu'il y a énormément de cas de dissociation. Bien, semble-t-il que oui. Donc, il y a des X ici qui indiquent un peu tous les cas de dissociation qu'on peut recenser, mais si on le fait vite, si on donne des bêta-bloquants, par exemple, les gens vont couper leur réponse physiologique de peur, mais vont encore rapporter à avoir peur. Un cas vraiment parlant, je pense que ça va vous parler. Souvent, on apprend à éviter une situation, mais de fil en aiguille, on évite tellement la situation qu'on n'a même plus besoin de ressentir la peur, et on fait juste éviter la situation. C'est un bel exemple d'un comportement qui perdure, mais qui est maintenant dissocié de la peur, mais qui était autrefois un indicateur de peur. Donc, le comportement que l'évitement aussi ne semble pas nécessairement suivre l'expérience subjective de la peur. Donc, si on a un modèle comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce qu'on a des signes que l'expérience subjective émerge à un endroit en particulier? Je pense que oui. Donc, l'article dont on vous parlait tout à l'heure, où on a comparé des gens qui ont vu une série d'images dont ils avaient peur à des gens qui n'avaient pas nécessairement peur de ces images-là, on s'est dit, faisons une analyse de synchronisation de l'information entre la voie ventrale et le cortex préfrontal. On va voir où l'information communique, essentiellement. Je vous explique ce que ça implique. C'est une espèce d'analyse de connectivité multivariée, si vous voulez. Essentiellement, on prend nos décodeurs qui prédisent la peur dans la voie ventrale et on obtient une série de prédictions. Ensuite, on fait la même chose, mais avec nos régions dans le cortex préfrontal. Puis, on corrèle tout simplement l'information décodée. Donc, vous comprenez que si l'information corrèle, ça veut dire qu'on en vient à avoir un certain partage d'informations entre les deux régions cérébrales. Donc, on l'appelle une analyse de synchronisation. Non, mais c'est la façon qu'on l'appelle. Donc, ici, on a commencé à voir des choses assez intéressantes. Donc, vous voyez que les régions occipitales semblent communiquer vraiment avec les régions médiales, particulièrement les régions ventrales médiales et médiales préfrontales, et particulièrement chez les gens qui nous rapportaient avoir peur. Donc, les endroits où il y a des astérix ici, c'est là où il y avait une meilleure synchronisation de l'information chez les gens qui avaient peur comparativement à nos autres participants qui n'avaient pas peur. Même chose pour la région fusiforme, mais elle semblait plus communiquer avec l'insula et avec le cortex dorsolatéral préfrontal. Donc, semble-t-il que ce deuxième système d'ordre supérieur est peut-être une chose qui existe. Donc, une part des travaux qui m'intéressent dans notre laboratoire est d'essayer d'aller chercher son information, essayer de dissocier son activité des fameux facteurs confondants dont je vais vous parler, la réactivité physiologique, les propriétés de base des stimuli visuels objectifs, comme je les ai mis en guillemets ici. Donc, où on en est maintenant, on essaie d'avancer et de
d'étudier vraiment ce système d'ordre supérieur qui serait plus associé à l'état subjectif, hein, en dissociant les effets des facteurs confondants. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Je vous ai remis un peu notre modèle de tantôt. Si on s'imagine que l'information s'organise un peu de cette façon-là dans le système, une chose qui peut nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi les champs récepteurs de ces fameux réseaux-là. Donc, si le réseau, la survie ou la réactivité physiologique, si vous voulez, celui en rouge, a des champs récepteurs autres de celui qui est bleu, qui se trouve être le système d'ordre supérieur, probablement associé à l'expérience subjective, on pourrait essayer de les dissocier de façon expérimentale, en essayant de faire, de tailler sur mesure des stimuli qui vont activer un réseau et non pas l'autre. Ça peut vous sembler un peu improbable à vue de nez. On se dit, quand on voit une araignée sur le port des araignées, on va nécessairement avoir une peur des araignées. Je ne sais pas, mais on l'a essayé. Donc, on a utilisé une approche qui a été développée chez le macaque, entre autres, pour aller justement contrôler l'activité de certaines régions cérébrales en particulier. On l'a adapté dans un premier temps pour essayer de contrôler soit le rapport subjectif de peur ou la conductance de la peau. Donc, c'est un projet qui a été mené par Darius ici et Céline, qui vient de l'inclure, désolé. Donc, Céline était. Désolé, j'ai juste oublié. Donc, notre objectif était quand même d'une certaine façon de faire évoluer des images avec le rapport subjectif ou la conductance de la peau pour essayer d'augmenter un outcome ou l'autre. Donc, je vous explique un peu la boucle. Essentiellement, on demande aux gens, on présente des images aux gens qui, au début, sont générées tout à fait de façon aléatoire. On obtient leur réponse et leur conductance de la peau. On obtient cette information-là pour recombiner leur espace latent dans l'espace du réseau de neurones. Et on utilise cette recombinaison-là pour créer une nouvelle génération d'images qu'on représente à la personne et ainsi de suite. Donc, vous comprenez qu'on fait des cycles de cette façon-là pour tranquillement s'approcher de plus en plus des stimuli qui pourraient être optimaux pour nos mesures en particulier. Je montre les résultats que ça donne parce que c'est assez intéressant. Donc, vous voyez ici, sur l'axe des Y, les jugements de peur et vous avez une condition d'évolution ici. Donc, quand on essaie de faire évoluer des images, spécifiquement pour le rapport subjectif de peur, on remarque qu'on est capable d'entraîner une augmentation de ces jugements-là à travers le temps. Ceci dit, les images conditionnées à augmenter la conductance de la peau ne semblent pas augmenter les jugements de peur, choses qui sont quand même intéressantes quand on y pense. La condition contrôle, c'est vraiment juste des images qui évoluent de façon aléatoire. Donc, vous avez un peu à droite à quoi ces images-là ressemblent et vous voyez que dans certaines situations, je vais vous montrer sur l'autre slide ici, en fait, les images qui évoluent soit pour le rapport subjectif ou pour la conductance de la peau en viennent à habiter des espaces l'espace latent des images qui sont vraiment très similaires, mais qui en viennent à pouvoir nous permettre de dissocier le rapport subjectif de la conductance de la peau en tant que telle. Les images ne sont pas toujours exactement aussi proches que ça l'une de l'autre. Des fois, elles sont un peu plus différentes. La SCR est une mesure quand même plus bruitée que le rapport subjectif de la peau. Mais néanmoins, on en vient à pouvoir créer des images qui sont relativement similaires. Vous comprendrez que ce serait la façon idéale d'en venir à dissocier nos deux réseaux dans une tâche en imagerie par résonance magnétique. Donc, c'est d'ailleurs un autre projet que Darius s'attable à conduire. On essaie d'utiliser la même approche, mais cette fois-ci pour augmenter ou diminuer l'activité cérébrale dans certaines régions en particulier. Donc, on va essayer de dissocier nos deux représentations encore avec ce type d'approche. Je vous ai mis ici, en fait, un autre diapositive qui indique que, en fait, ce processus d'évolution-là peut être fait avec des images, mais ça peut être fait aussi avec beaucoup de choses. Un des aspects qui nous intéresse aussi, c'est de faire évoluer des stimulations cérébrales pour essayer de changer le rapport subjectif aussi. Je vous ai mis en bas ici
un jouet assez intéressant qu'on a acquis avec Frédéric et Yann, hein, qui nous permet à la fois d'enregistrer l'activité EEG et de stimuler. Donc, on peut alterner vraiment rapidement entre enregistrer l'activité ou stimuler, ce qui nous permet de faire un peu la même logique, d'essayer de trouver des patrons de stimulation à travers ce type d'évolution-là pour essayer de changer notre rapport subjectif. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a une série de projets qui pourraient être envisagés à cet égard. On pourra en reparler. Donc, voilà. Ça nous amène un peu naturellement à, bon, qu'est-ce que à quoi ça pourrait nous aider dans la compréhension de l'expérience subjective pathologique. Il y a trois avenues que j'explore actuellement avec les gens au laboratoire. Hein. J'ai jusqu'à 45. À peu près. Alors, bon, je vais essayer de. Oh, d'accord. Je vais essayer de pas trop dépasser. Il y a trois approches qui découlent un peu de notre utilisation des réseaux de neurones comme ce que je viens de vous exposer, qu'on pourrait utiliser et qu'on explore actuellement au laboratoire. Donc, rapidement, on a une approche qui pourrait nous amener à exposer les gens à la source de leur peur. Je vais y revenir dans un instant. Comme je vous disais tout à l'heure, l'échelle de Likert est un peu problématique. Si on en vient à pouvoir utiliser les réseaux de neurones pour nous aider à quantifier l'expérience subjective, on croit qu'on peut vraiment nous aider à mieux comprendre l'expérience pathologique. Je vais y revenir dans un instant aussi. Et finalement, je pense que si on utilise des réseaux de neurones pour bien modéliser les distorsions dans l'expérience subjective, comme je vous disais, il y a une série de psychopathologies qui amènent des distorsions dans la compréhension de la réalité. Donc, je pense que si on les utilise pour modéliser l'activité cérébrale, on va encore réussir à améliorer notre compréhension de différents désordres. Donc, prenons-les un par un. Ici, il s'agit d'un projet qu'on va conduire grâce au soutien de Beneva, qui essentiellement repose, il fait un peu la suite des travaux de Darius, dont je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pense qu'en utilisant cette espèce d'approche par génération qui nous amène à créer des stimuli qui peuvent augmenter la peur, on pense qu'on peut, d'une certaine façon, créer une forme d'exposition. Donc, je ne sais pas si vous êtes tout le temps en clinique un peu, vous connaissez probablement les traitements d'exposition. Et en fait, c'est un des traitements les plus utilisés en psychothérapie. C'est un des mécanismes d'action les plus connus dans le changement en psychothérapie. Et on pense qu'on pourrait peut-être essayer de l'automatiser ou du moins de l'optimiser avec ce type de procédure. L'exposition, c'est assez fascinant. Je vous ai sorti ici un article qui résume les travaux sur l'exposition récents, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs processus conscients et inconscients qui sont impliqués dans l'exposition. Mes travaux neurofeedback dont je vous ai parlé tout à l'heure montraient essentiellement qu'on est capable de faire de l'exposition de façon inconsciente. Il y a toutes sortes de papiers qui montrent qu'on est capable de faire de l'exposition aussi avec des stimuli inconscients, carrément, juste s'ils sont sous le niveau sont subliminaires. Mais en plus, même présenter des stimuli comme ça qui ressemblent vaguement à la cible. Ici, par exemple, la cible, ce serait des araignées. Donc, présenter ces stimuli-là qui ressemblent vaguement à des araignées sont à même de faire une forme d'exposition chez les patients qui sont arachnophobes. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a toutes sortes d'affaires à explorer dans cet univers-là qui peuvent être vraiment fascinantes d'essayer de comprendre quels sont exactement les champs récepteurs, encore une fois, d'un système et de l'autre, et lesquels exactement il faut cibler et avec quel niveau de conscience pour revenir à optimiser nos traitements. Selon d'ailleurs Paul ici, moins les gens sont conscients de la source d'intervention, mieux l'exposition fonctionne. C'est le genre de choses qu'on va tester à l'intérieur de Beneva. Autre chose aussi, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec les travaux d'Yann et le narratif qu'on peut attribuer à certaines images. Si on avait utilisé une espèce de narratif one size fits all ici tout à l'heure, on sait par contre que les gens vont varier grandement dans ce qu'ils vont interpréter de ces situations-là. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On essaie d'aller
chercher ce qui n'est pas uniquement présent dans l'image, mais ce qui est subjectif dans leur interprétation. Donc, Sean a fait une série de travaux vraiment fort intéressants durant sa maîtrise à ce sujet. Il a même fait un site web qui vous permet d'aller visualiser l'espace, des distorsions, à quel point les gens sont divergents dans leur façon de rapporter le narratif des images. Vous pouvez aller le consulter, mais par exemple, on a dans un espace TSNA de même, latent de nos modèles de langage. On observe que les gens se distribuent d'une façon vraiment intéressante. Puis, si on regarde individuellement chacun des narratifs des gens, premièrement, je vous invite à y aller. Des fois, c'est intéressant. Les gens rapportent toutes sortes d'affaires un peu loufoques. Mais non seulement ça, mais les gens varient beaucoup dans ce qu'ils disent. Ici, je vous ai juste sorti les deux extrêmes de cette image-là en particulier. Mais vous avez ici une personne qui dit ah, l'image est très relaxante, c'est relax, c'est une image vraiment le fun. Vous avez ici la personne à l'autre opposé qui dit quelque chose comme It's windy, windy and stormy, a sense of gloom, something bad is about to happen. On le voit pas, juste pour mal faire. Something serious was about to happen. Overall, the impression is depressing. Donc, vous comprenez que c'est un peu de l'art d'avoir accès à ce genre d'informations-là dans le narratif des gens, surtout compte tenu du chemin qu'on a fait. La plupart du temps, on avait juste des échelles de Likert pour comprendre le ressenti des gens. Maintenant, on a vraiment une granularité super intéressante. Et de longue date, en psychiatrie, en psychologie, les gens administrent des tests de ce type, des tests projectifs, entre autres, pour essayer de comprendre de quelle façon leur représentation du monde affecte leur santé mentale. Je vous ai sorti ici une planche d'un test qui s'appelle le TAT, que j'ai moi-même administré en clinique quand j'étais un jeune stagiaire. Et vous ne croiriez pas, en fait, ce que le petit adolescent me rapportait sur cette image-là. C'était vraiment particulier. Puis, encore là, on l'a réadministré dans les études de chambre, et les gens disent toutes sortes de choses qui sont très variables. Ici, on a une personne qui, par exemple, parlait de l'ère victorienne, c'est pas mal ce qui l'intéressait. L'autre personne ici voyait une espèce de lutte des classes, ou je ne sais pas trop, puis il sentait très mal pour la personne qui était affairée à faire des travaux dans le champ. Donc, encore une fois, comme je vous dis, ces thématiques-là, on peut aller les chercher dans les réseaux de neurones. Si on prend le narratif des gens, on peut les embedder, puis on peut aller voir où ils se représentent et qu'est-ce qui peuvent nous permettre de comprendre de la santé mentale. Je vous donne un peu les résultats des travaux de Sean. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté 10 images de ce test, le TAT. On a aussi présenté le fameux test de Rorschach. On voulait savoir ce que les gens nous rapportent. Est-ce que ça fait très bien à leur profil psychopathologique? Et on a représenté une série d'images à connotation affective qui sont vraiment souvent utilisées pour étudier les désordres psychologiques. C'est une batterie de liaison. Donc, on a utilisé les représentations. Il y a Frédéric qui apparaît aussi. Frédéric est sur ce projet aussi. J'ai tendance à oublier les gens. Donc, pour commencer, on a administré une batterie de tests à nos participants. C'est une batterie qui est utilisée de plus en plus en psychiatrie computationnelle. Donc, on essaie de couvrir une grande variété de composantes psychiatriques. Vous avez l'alcoolisme, l'apathie, la dépression, et ainsi de suite. Puis essentiellement, une approche qui a été faite avant et sur laquelle s'est basé est d'utiliser une analyse factorielle pour aller dégager les grands facteurs. C'est une nouvelle approche un petit peu en psychiatrie. C'est une façon de s'affranchir des diagnostics un peu plus francs. Donc, ici, essentiellement, ce qu'on a eu, c'est 3 grands facteurs qui émergent, qui sont pas mal en ligne avec les facteurs qui étaient observés dans les études précédentes. On a un facteur qui se trouve être vraiment relié à l'anxiété, dépression, un plus au comportement compulsif, puis aux pensées intrusives. Les pensées intrusives, c'est des symptômes qui sont souvent associés aux troubles délirants. On va y revenir dans un instant, juste garder cette composante-là en tête. Et le troisième facteur était sur l'apathie et l'impulsivité. Donc, essentiellement, ce que Sean s'est dit, c'est est-ce qu'on est capable de prédire des participants extrêmes sur ces profils-là avec leur rapport d'expérience subjective dans les différentes
images qu'on représente. Et la réponse semble être, dans une certaine mesure, oui. Donc, vous avez encore une fois des tests de permutation ici et les lignes se trouvent à être notre capacité à prédire les profils psychopathologiques en fonction des réponses. Les trois colonnes sont les images du TAT. RIT se trouve être le Rorschach et l'IAPS, c'est les images à connotation affective. J'attire votre attention sur le fait que le Rorschach ne semblait pas vraiment très bien prédire nos composantes. Ceci dit, je ne pense pas que ça veut dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Généralement, le Rorschach a quand même une bonne fidélité. Mais c'est juste pour dire que, bon, peut-être qu'on a besoin d'avoir des populations plus cliniques aussi. Nous, c'est vraiment des gens tout venants qu'on essaie de prédire. Ceci dit, c'est quand même fort intéressant de réaliser qu'il y a de l'information à l'intérieur de leur narratif qui nous permet de prédire leur rapport psychopathologique. Petit ajout qui vient notamment de Sean en particulier. Au début, je ne voulais même pas l'ajouter, mais Sean a insisté. Je pense qu'il a bien fait parce que c'est un des bouts qui est quasiment le plus intéressant. Donc, tenez tête à vos directeurs à l'occasion. Je pense que ça peut valoir la peine. Ici, si on demande juste aux gens même de rapporter qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, comment ils se décrivent eux-mêmes, on réalise qu'on peut vraiment bien prédire leurs facteurs psychopathologiques aussi. C'est peut-être pas si surprenant que ça, parce que, bon, dans les deux cas, les gens répondent à se décrire eux-mêmes et ils répondent eux-mêmes avec les inventaires papier-crayon après. Mais vous comprenez que ça peut être quand même un outil fort intéressant si on peut, en une phrase ou à peu près, obtenir quelque chose qui peut être vraiment prédictif du profil psychopathologique des gens. De plus en plus, c'est une tendance qui, je vois, se dessine et qui me semble fort intéressante à vouloir s'affranchir des échelles de Likert, encore une fois, et peut-être même des outils psychométriques plus traditionnels au profit d'utiliser un narratif et un embedding à travers les modèles de langage. Je vais sortir un article ici qui essentiellement milite envers ce point, d'une certaine façon, où ils disent mettre de l'avant cet argument. Et dans leurs travaux à eux, en fait, ils clament que le rapport narratif fourni par l'individu est pratiquement optimal pour prédire les mesures psychométriques utilisées typiquement comme étant papier-crayon. Donc, je pense que c'est une tendance qui est fort intéressante et qui va probablement nous être utile dans le futur de l'étude de la psychopathologie. Voilà. Je réalise que j'ai dépassé. Je vais essayer de passer vite, mais c'est un bout quand même très intéressant ici aussi. Depuis le début de la présentation, je vous parle de, bon, il y a de l'information objective dans le monde affectif qui nous est présenté et on pense que les profils psychopathologiques des gens nous amènent ou les amènent d'une certaine façon à dévier de cette objectivité-là d'une certaine façon. C'est ce principe-là qu'on s'est dit, on va l'utiliser pour voir si effectivement on peut voir l'influence entre des symptômes psychiatriques et notre capacité à comprendre l'activité cérébrale. Donc, je vous explique. Pierre Orban, ici, a acquis cette grosse banque de données en IRM où ils ont essentiellement scanné, j'ai marqué 13 ici, mais en fait, il y a 25 participants schizophrènes qui ont scanné à plusieurs reprises. Il y en a 13 qui ont eu de 10 à 12 sessions d'imagerie. Donc, c'est-à-dire entre 4000 et 5000 présentations d'images à chacun des participants. On s'est dit, les participants schizophrènes, on le sait, ont des problèmes de la pensée qui se caractérisent notamment par le rapport à la réalité, l'interprétation du monde, le visuel dans une grande mesure. On s'est dit, essayons de prédire leur activité cérébrale avec les modèles comme CLIP, par exemple, un modèle visuel qui se trouve à être dérivé uniquement des propriétés visuelles des images. Mais portons l'attention aux régions où la représentation va être vraiment associée aux symptômes.
Notre objectif, en fait, est de trouver des régions où plus les gens sont délirants, moins on est capable de bien prédire leur activité cérébrale. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que, d'une certaine façon, plus les gens seraient délirants, plus leur activité cérébrale serait divergente, plus leur expérience subjective serait probablement divergente, et moins on serait capable de bien la prédire. C'est effectivement ce qu'on a observé. J'ai oublié de vous mentionner Arina, qui est l'étudiante qui travaille sur le projet. Donc, c'est elle qui conduit ces analyses-là. Mais essentiellement, ce qui est bleu ici est cette relation inverse entre les symptômes délirants chez nos patients schizophrènes et notre capacité à prédire leur activité cérébrale avec les embeddings objectifs de clip. Donc, on trouve ça très stimulant. On pense que, d'une certaine façon, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait peut-être même imaginer qu'on pourrait améliorer notre façon de modéliser l'expérience divergente chez différentes populations psychiatriques, possiblement juste en leur demandant de nous rapporter qu'est-ce qu'ils voient dans ces images-là. Parce que, comme on l'a montré dans les travaux de Chambre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une divergence entre ce qu'ils rapportent et ce qui est effectivement interprété de façon purement objective. Donc, allez chercher cette part de subjectivité-là, si vous voulez, dans nos travaux. Donc, c'est la direction suivante dans laquelle on procède. Donc voilà, je ne tiens pas plus longtemps. Juste faire une petite conclusion en disant que c'est les outils qu'on utilise. On trouve ça très stimulant, l'idée d'étudier l'interface entre l'information objective qui est souvent, de certaine façon, traitée parmi les réseaux neurones et d'aller comprendre de quelle façon notre interprétation subjective peut en dévier, à quel point on peut utiliser même ces outils-là pour en venir à associer l'expérience subjective du traitement uniquement objectif à la du cerveau, et particulièrement dans le contexte des psychopathologies. Donc, voilà. Merci à toute l'équipe, merci à tous les collaborateurs et aux gens qui financent tout ça. Et n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Merci Vincent. Il y avait des questions? Oui. Peut-être juste une petite question par rapport à la fin du deuxième point. Donc, c'était l'étude, là, l'étude avec le TAT, puis le TAT, ouais, voilà. Ouais. Oui, donc le TAT, c'est évalué comment? Oui, on fait juste demander aux gens de se décrire. OK, puis, OK, fait que c'est vraiment libre, c'est comme une entrevue non sélectionnée. Ah, même pas, c'est sur l'ordinateur, juste une boîte, tapez ce que vous, comment vous vous décrivez. Ah, OK, OK. Fait que c'est pas du tout un test, OK. Mais c'est pas, il n'y a pas besoin qu'il y ait un thérapeute qui administre l'entrevue. Oui. Oui, on peut revenir à une couple de slides plutôt qu'à proposer votre loop de neuromodulation? Oui. Celle-ci ou celle-là? L'autre. Celle-là? Oui, OK. Ouais. Est-ce que vous avez déjà en train de tester ça ou c'est comme un projet qui s'en vient? En fait? C'est surtout un projet qui s'en vient. Vous avez commencé à penser déjà quel type de neuromodulation vous allez faire avec la classe? Est-ce que vous avez du noise? As-tu déjà pensé ou sinon? Oui, ben, l'aspect qui, moi, m'intéressait le plus, c'est Alternative Current. Random Noise est utilisé. Est-ce que par hasard, tu serais dans l'équipe de Guillaume? Je suis en contact. J'ai vu le filon. Oui, donc c'est possible aussi à travers le GTAM. Tout ça, ça se fait en close loop, right? Vous allez avoir un input. Ouais, c'est possible. C'est déjà un modèle du moins préparé ou comme vous êtes optimiste pour adapter la stimulation en temps réel? Pour être honnête, on n'en est pas rendu à chercher les modèles. On a des idées, évidemment, mais je ne peux pas te dire si j'ai l'impression qu'il y en a un qui fonctionne mieux ou l'autre. Ouais.
Mais soit dit en passant, le système existe, là, il est à côté, là, si jamais vous voulez l'utiliser sur un moyen. Quel modèle? C'est le G10 de Géodésie. EGI. Oui. Par rapport à les conscients, inconscients, parce que quand vous parlez d'inconscient, de peur inconscient, c'était plus l'idée des seuils que vous modulez. Mais aussi, je me demandais, parce qu'il y a un poids qui va directement à l'amygdale, à travers le thalamus. Donc, est-ce qu'il y a un moyen, mettons, avec EEG, parce qu'avec fMRI, ce serait pas assez, le temps, ce serait trop long. Avec EEG, est-ce que c'est possible de voir la différence entre cette peur inconsciente qui est au-dessus du seuil conscient qu'on voit dans les V1, que la personne commence à traiter l'information. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou quelque chose qui comme, pourrait être... Écoute, c'est un bon point. La voie sous-corticale de l'amygdale est vraiment intéressante. Elle est pas mal utilisée. Euh, on pourrait peut-être effectivement penser à la dissocier. La seule chose qui me vient en tête, ça se trouve à être les travaux de Philip Kragel, justement, encore, je le citais tout à l'heure. Il a étudié vraiment l'information qui permettait d'aller activer l'amygdale. Il a aussi d'ailleurs associé à différentes couches des réseaux de neurones. Puis selon lui, c'est vraiment les dernières couches qui semblent être plus les champs récepteurs de l'amygdale. Ce qui rentre un petit peu en contradiction avec les, plutôt les premières études qui montraient que la voie qui passait par le thalamus était vraiment plus drivée par l'information de bas niveau. Donc, il y aurait sûrement comme ces deux propriétés visuelles-là différentes à contrôler. Donc, tu peux avoir comme la voie ventrale carrément qui traite l'information jusqu'à relativement un niveau assez avancé qui finalement vient à donner un input à l'amygdale. Tu aurais probablement l'information de plus bas niveau. Je pense, je ne sais plus exactement c'est quoi, mais c'est genre d'alluminance ou des choses comme ça qui passent par la voie du thalamus. Donc, ouais, il y aurait sûrement moyen d'essayer de réfléchir à des façons d'aller dissocier encore ces deux voies. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai une question par rapport aux maps visuelles que tu montrais avec le SNR et le self-report. Excuse-moi avec quoi? Le SNR et le self-report, les maps catégorielles visuelles. Catégoriel, Euh, self-report. Ouais, self-report et SNR. Ouais, juste après. Ça ici? Ben, juste après. Oui. STR. Oui. Donc, ici, là, tu parles spécifiquement de la peur, Oui. mais j'imagine que les réponses physiologiques peuvent aussi être associées à d'autres types d'émotions. Oui. Puis, parce qu'ici, je vois comme des animaux qui seraient peut-être associés à d'autres choses aussi, puis qui pourraient expliquer un petit peu les différences dans les maps qui sont rapportées ici. Oui. Peux-tu juste Ben, élaborer encore un oui, peu ton c'est idée? ça. C'est sûr qu'ici, Oui. il y a du stock aussi. Ouais, Ouais, effectivement. c'est ça. Oui, ils ne sont pas identiques, effectivement. Puis, c'est un petit peu le point qui m'intéresse, en fait, d'aller montrer qu'il y a cette association-là entre les deux systèmes. Certainement, si on met l'image évoluée pour un participant, pour le rapport de peur et la conductance de la peau, une à côté de l'autre, on le voit à l'œil, c'est pas la même chose. Tiens. Ceci dit, c'est un peu le bout intéressant d'aller essayer de trouver quelles features vont être responsables de driver plus sûr. Ici, il rapportait d'autres émotions à part la peur. Peut-être qu'il y aurait comme une superposition. Ouais, ça, est-ce que je. Peut-être, effectivement. Est-ce que. Je peux me permettre, alternativement, si tu avais une meilleure mesure de la peur physiologique, donc tu peux utiliser uniquement le SCR, tu peux utiliser le rythme cardiaque, Oui. enfin, un paquet de mesures physiologiques. Ouais. Tu pourrais faire un modèle pour essayer de prédire le mieux possible Ouais. la peur. Une des mesures qui m'intéresse le plus, c'est la dilatation de la pupille. Ça semble assez robuste. La SCR, c'est une drôle de tradition. Le domaine ne s'affranchit pas de la SCR de longue date, là, mais ce n'est pas une très bonne mesure.
C'est une mesure de l'activité sympathique, mais ça peut effectivement lié à un paquet d'émotions. Ouais. Donc, idéalement, tu aurais une meilleure mesure, effectivement, de la peur physiologique. Oui, en fait, idéalement, on peut le faire en IRM, j'aimerais autant aller cibler directement le signal de l'amygdale. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon d'aller tester cette hypothèse amygdale centrique. Oui. Quand vous avez fait l'IRM, est-ce que vous avez vu une activation similaire entre les participants vis-à-vis de l'amygdale et l'amygdale et aussi l'hippocampe? Et est-ce que les gens se sont activés comme le lobe occipital, autre chose? Et est-ce que la diversion des yeux était pareille? La réaction aux symptômes, c'était pareil? Mais c'était complètement différent, ça dépend de la peur. Vous voulez dire entre ces groupes de... Ah, ces groupes-là. Là. Oui, parce que vous avez dit que vous avez utilisé l'IRM, vous avez santé principalement l'amygdale. Est-ce que c'était la même activation principalement? Ou est-ce que d'autres régions se sont activées? Parce que par exemple, moi j'ai peur des rats et du coup, est-ce que c'est mon lobe occipital actif ou c'est plutôt. Quand je pense à rat, est-ce que je pense au mot, je pense à l'image, je pense au son, je pense à la sensation? Du coup, est-ce que vous avez vu tout ça? Je ne suis pas sûr exactement de comment répondre à votre question, mais je vais vous dire un truc, peut-être que ça va aider ou pas. Dans notre analyse de synchronisation ici, donc on s'entend que bon, l'information, dans une large mesure, à moins si on ignore la voie thalamique, passe par le cortex visuel. Donc, notre idée ensuite, c'était de voir où cette information-là se synchronise avec d'autres régions du cerveau. Donc, pour répondre à votre question pour l'amygdale et l'hippocampe, qui sont ici on voit mal, mais c'est dans les colonnes qui sont là. Donc, vous avez l'amygdale et l'hippocampe ensuite. Donc, dans ce contexte-ci, on ne voyait pas une différence entre nos patients qui avaient peur de ceux qui n'avaient pas peur dans la transmission de l'information. Est-ce que ça activait une mémoire? Parce que quand on ça projette directement vers les traumas, Ouais. est-ce que la plupart, ils ont recensé leurs souvenirs ou bien c'était juste l'image de leur peur? Mais écoutez, là, c'est un peu l'inférence inverse. Mais si on attribue, disons, le côté mémoire épisodique à l'hippocampe, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de souvenir en tant que tel qui émerge. Par contre, si on considère que, je ne sais pas, le cortex préfrontal en vient à tenir une espèce de vision du monde, si vous voulez, qui peut inclure différents souvenirs du passé. Donc, peut-être que dans cette vision du monde-là, les souvenirs du passé peuvent être activés dans le cortex préfrontal. Moi, j'ai une question. Première question assez brève. Comment fais-tu pour réconcilier ton résultat à propos de l'amygdale qui serait davantage associé à la réponse physiologique et très peu à la réponse subjective avec le résultat classique trouvé chez SM, qui est cette patiente là, qui a une lésion bilatérale de l'amygdale qui ne ressent pas la peur. Cette lésion, c'est l'amygdale, puis elle ne ressent pas la peur. J'ai comme l'impression que la réponse se trouve dans un de tes articles, Frédéric. C'est d'esquiver la question. Donc, cette patiente-là, comme tu le sais, n'est pas capable d'utiliser l'information des yeux pour reconnaître l'expression faciale de la peur. Hein. Ceci dit, quand vous l'avez entraînée à utiliser les yeux, elle était capable de la reconnaître. Hein. Donc, est-ce qu'elle ressentait la peur? Je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que les patients qui ont des lésions de l'amygdale, si on les suffoque, ils vont ressentir de la peur. Donc, il y a des situations où on peut créer de la peur chez les gens. Comment fais-tu de situation? Est-ce que tu as travaillé avec Guantanamo? C'est un peu louche, effectivement, mais je peux me croire. Mon autre question. La plupart des médicaments pour traiter l'anxiété ou pour traiter la dépression
sont des médicaments qui ont été développés par les compagnies pharmaceutiques sur des modèles animaux où il n'y a pas de rapport subjectif. Donc, ils ciblent des réponses objectives qui sont actuellement des réponses physiologiques. Est-ce que tu penses que ces compagnies-là ont, dans une large mesure, manqué leur cible? Je pense que oui. Parce que, premièrement, l'industrie pharmaceutique est un peu en crise. Ça fait longtemps qu'ils ont de la misère à développer des nouveaux médicaments. Les anxiolytiques puis les antidépresseurs qu'on a datent de vraiment des dizaines et des dizaines d'années, puis il y a de la misère à progresser. Et il y a un bon nombre d'études même qui montrent que les antidépresseurs, chez les gens qui ne sont pas excessivement déprimés, l'effet ressemble beaucoup au placebo. Les gens sont capables même de guesser dans quelle groupe ils sont. Dans beaucoup de situations, le placebo est brisé dans ces études-là. Puis, donc, plusieurs qui pensent que c'est des effets placebo, dans une large mesure. Est-ce que la réponse est forcément utiliser uniquement l'expérience subjective? Parce que là, bon, il faut le faire chez les humains, donc ça semble être problématique. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des marqueurs de l'expérience subjective qu'on pourrait établir chez l'humain qui pourraient peut-être être étudiés chez l'animal. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la métacognition. On sait qu'on peut faire des tâches de métacognition chez les rats, par exemple. On peut leur demander de, je ne sais pas comment dire en français, mais d'avoir une tâche de opt-out. Donc, on leur demande de décider entre X et Y. Puis, s'ils ne sont pas sûrs, ils peuvent prendre l'option de dire qu'ils ne sont pas sûrs pour avoir quand même une récompense. Certains diraient que ce type de tâche-là se rapproche plus de l'expérience subjective. Donc, on pourrait au moins savoir un peu plus est-ce que les rats ou les souris ou les animaux sont dans une situation affective. Au-delà de ça, bon, je pense que, ou du moins un point je pense qu'il faut garder en tête, c'est que il ne faut peut-être pas naïvement s'attendre à ce que des résultats montrés chez l'amygdale de souris transfèrent naturellement chez l'humain aussi. Donc, le bout de recherche chez l'humain avec des mesures subjectives vraiment comme établies aussi doit être fait dans le développement. C'est les deux bouts qui. Ben, il n'y a pas de solution miracle. Les animaux ne peuvent pas vraiment rapporter leur résultat subjectif. Merci beaucoup. On va poursuivre le cocktail habituel qui va être un cocktail suçon et Merci beaucoup.